Commencer, à mesure que les gens là, nous rejoignent. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour assister à ce webinaire sur l'actualité vaccinale qui est assez chargée sur cette année et sur cette rentrée. Je m'appelle Samy Tahar, je suis médecin généraliste au Centre régional d'antibiothérapie d'Île-de-France et on a la chance aujourd'hui d'accueillir comme experte invitée le docteur Nathalie Collin-Dauverdière, qui donc est référente du centre de vaccination de l'hôpital Saint-Louis et également secrétaire générale de la SMV, la Société de médecine de voyage. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté. Ce que je vous propose, c'est de poser, si vous avez des questions, je vais essayer, c'est assez dense, je vais essayer de faire assez court en tenant 30-35 minutes de présentation pour laisser un temps d'échange, parce que j'imagine que vous aurez des questions pour notre experte. Donc, je vous propose de poser vos questions dans le chat et on y répondra. Je les referai dans l'ordre par la suite après cette présentation. Donc là, je pense commencer, hein, il est 32. On va commencer tout de suite par la vaccination contre les méningocoques chez les enfants et les adolescents et jeunes adultes. Alors, comme voilà, on a l'habitude de faire ça dans les webinaires du CRATB, une petite vignette clinique. Donc, vous recevez en consultation au cabinet Maël, qui a 16 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, mais qui vient pour faire le point sur ses vaccins. Concernant le méningocoque, il a reçu le méningocoque C en une dose à 12 mois, puisque c'était le schéma en vigueur à l'époque de son enfance. Qu'est-ce que vous lui proposez par rapport au méningocoque? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas besoin de le vacciner par vaccin tétravalent puisqu'il a plus de 14 ans, il est bien avancé dans son adolescence? Est-ce que vous le proposez en une dose? Est-ce que vous lui proposez le vaccin méningocoque B en une dose, ou alors en 2 doses à 2 mois d'intervalle? Et est-ce que vous proposez le vaccin contre l'HPV? Vous vérifiez s'il l'a fait, s'il souhaite le faire. Je vous laisse une dizaine de secondes pour y réfléchir. Et donc, effectivement, il faut lui proposer donc, un vaccin tétravalent contre les méningocoques A, C, Y et W en une dose, même s'il a 16 ans. Et il faut aussi lui proposer une vaccination contre le méningocoque B, cette fois-ci en 2 doses, à 2 mois d'intervalle, et toujours vérifier effectivement l'HPV. C'est toujours une bonne occasion de vérifier d'autres vaccinations, d'autant que c'est possible de les faire concomitamment, vu que c'est proposé au même âge. Donc, je vais aller assez rapidement sur le méningocoque, puisque si vous souhaitez rentrer plus dans le détail, on a fait un webinaire en détail sur les infections invasives à méningocoque que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Pour rappeler les faits, donc on a des chiffres très importants. Ici, vous voyez les nombres de cas cumulés par année épidémiologique, donc de juillet en juin sur chaque année. Avant la pandémie, on avait à peu près 450 cas par an. Puis, dès le mars 2020 et l'entrée en vigueur des mesures sanitaires, on voit sur la courbe vert foncé qu'il y a une baisse assez brutale du nombre de cas. Ça se poursuit sur les saisons qui suivent, 2020-2021 et 2021-2022. Et c'est fin 2022, quand on a levé les mesures de distanciation sociale, que l'on va avoir une réaugmentation, comme on le voit sur la saison 2022-2023. Ça va se poursuivre l'année d'après et on va dépasser les niveaux pré-pandémiques. Pour vous donner une idée sur une année calendaire, on a eu 614 cas ou 616, je ne sais plus, sur l'année 2024, ce qui était un record depuis 2010. Et donc l'année 2024-2025, donc jusqu'à juin dernier, on est ici. Donc on a encore dépassé, on est sur des chiffres qu'on n'a pas vus depuis au moins 25 ans. Donc des chiffres qui sont très importants. Il y a un changement quantitatif dans le nombre de cas. Mais si on regarde en détail, ici vous avez à nouveau les chiffres, mais cette fois-ci, vous avez des moyennes glissantes et surtout, vous avez les différents sérogroupes qui sont impliqués en France. Et vous le voyez, il y a aussi un changement en fait qualitatif, puisque on commence, si on regarde, donc vous avez l'ensemble des cas en noir, et si on regarde le détail par sérogroupe, vous voyez que le bleu qui représente le sérogroupe B, qui a été toujours celui qui est majoritaire, il est resté et représente toujours à peu près 45% des cas, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, ça représente 2/3 des cas d'infection invasive. Le C qui est en gris, vous voyez ici, on n'en a quasiment plus. Il y a déjà eu un effondrement depuis l'entrée en vigueur de la vaccination chez les nourrissons en 2018. Il n'y a pas eu de rebond, donc on a quelques cas, souvent chez des adultes qui ne sont pas vaccinés.
Donc vraiment, ça traduit de l'efficacité de la vaccination contre le méningocoque C chez les nourrissons, mais aussi dans le reste de la population. Mais par contre, à la sortie depuis 2022 des mesures sanitaires, on a eu deux autres sérogroupes, le sérogroupe W en rouge et Y, qui ont augmenté, et qui ont bien augmenté, puisqu'ils représentent maintenant 30% des cas pour le sérogroupe W et 25% des cas pour le Y. Je vous ai mis en haut à droite les causes qui ont engendré, qui ont été retenues. C'est en fait une baisse de l'immunité collective pendant les mesures de distanciation sociale, et donc une population qui est devenue plus naïve. Et à la levée de ces mesures sanitaires, on a eu une résurgence qui s'est accentuée avec l'épidémie hivernale de grippe de l'hiver dernier, ce qui amène aux chiffres que l'on observe en 2025. Sur cette courbe, donc ça, je vous ai expliqué, c'est pour ça que l'on va maintenant remplacer la vaccination C par ACWY, puisqu'on a le W et le Y qui augmentent. Et pourquoi est-ce qu'on a inclus une nouvelle population dans les recommandations vaccinales que sont les adolescents? Pour vous l'expliquer, je vous montre ici le nombre de cas par année et par tranche d'âge surtout, et j'attire vraiment votre attention sur la tranche d'âge des 16-24 ans, puisque donc, vous voyez, vous avez en gris toutes les années avant la pandémie et durant la pandémie, et le jaune c'est 2022, et vous voyez que si on regarde toutes les barres jaunes, c'est vraiment celle des 16-24 ans qui est la plus haute, le plus vite, puisque c'est eux qu'on appelle le réservoir de portage de la bactérie. On estime que 30% des 16-24 ans portent du méningocoque dans le fond de la gorge sans forcément développer la maladie. Et donc, ce sont eux qui ont été le vecteur de transmission vers les autres tranches d'âge. Et donc, vous le voyez sur les courbes par la suite, en bleu, en rouge, où ça a augmenté. Donc, c'est pour ça qu'il est important de penser à cette tranche d'âge pour une stratégie de prévention vaccinale du méningocoque. Donc, les vaccins maintenant qui sont proposés, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça, vous pouvez revoir le précédent webinaire. Vous avez des vaccins tétravalents. Ce qui est important à savoir, c'est qu'ils protègent contre les sérogroupes A, C et donc W et Y, en particulier ceux qui sont en augmentation. Ils ont un intérêt individuel pour l'individu que l'on vaccine, mais également un intérêt indirect avec une protection collective, puisqu'ils diminuent l'acquisition de portage. Donc, vacciner les adolescents aura un effet pour eux, mais également pour le reste de la population, un peu comme ce qu'on a observé avec le sérogroupe C. Et pour le second vaccin, qui est le vaccin contre le méningocoque B, vous avez à droite à nouveau les vaccins disponibles et l'âge à partir duquel ils sont recommandés. Là, on a une protection qui est individuelle sur 75-80% des méningocoques du sérogroupe B. Et donc, il est important de proposer cette vaccination-là aux enfants, puisqu'ils en font beaucoup les frais de ce sérogroupe, mais également aux adolescents, puisque, on l'a dit, 60%, deux tiers des infections invasives à ces tranches d'âge-là impliquent le sérogroupe B. Et donc, c'est pour cela que, après les premières recommandations de janvier, là, vous allez le voir, on a eu une nouvelle évolution. Donc, on a eu plusieurs salves de recommandations vaccinales. Les voici. Vous avez donc les vaccinations obligatoires qui sont en encadré rouge. Donc, par le vaccin ACWY à 6 mois et 12 mois. Et c'est possible de le faire quel que soit d'ailleurs le statut vaccinal par rapport au méningocoque précédent. Pas de vaccin ou un vaccin contre le méningocoque C seulement. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 ans par une seule dose au-delà d'un an. Pour le B, qui était recommandé depuis 2022, il est devenu obligatoire aussi chez les enfants de moins de 2 ans, par un schéma à 3 doses, 3 mois, 5 mois et 12 mois. Il est recommandé, pas encore malheureusement paru au journal officiel, on espère que ce soit bientôt pour qu'il y ait une prise en charge, recommandé donc un rattrapage pour ces deux vaccins en une dose pour le ACWY et en 2 doses à 1 à 2 mois d'intervalle pour le B jusqu'à la veille du 5e anniversaire, et une recommandation maintenant c'est la nouvelle population d'âge, les 11-14 ans, qui ont du coup un rappel qui est en une seule dose de ACWY. Et à partir de 15 ans jusqu'à 24 ans, il est possible toujours, donc même s'ils ont plus de 14 ans, de faire le ACWY, mais on peut également proposer le B qui est remboursé chez les adolescents de 15-24 ans qui souhaiteraient le faire. Voici ici, ça s'est paru il y a quelques jours, c'est Santé publique France qui a également fait une fiche menu. Donc je vous la laisse avec le lien, on vous partagera la présentation. Passons maintenant à la vaccination contre les pneumocoques chez les enfants et les adultes âgés. À nouveau, une petite vignette clinique, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Vous avez Madame R qui a 68 ans, qui a une BPCO,
qui n'a jamais été vaccinée contre le pneumocoque. Les vaccins grippe et Covid sont prévus pour elle aujourd'hui, mais vous souhaitez lui parler de la vaccination pneumocoque. Qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce que vous lui proposez de la vacciner parce qu'elle est à risque avec sa BPCO? C'est l'indication pour laquelle vous souhaitez la vacciner. Est-ce que vous lui proposez le vaccin polysaccharidique conjugué 1, le Prevnar 20 en dose unique? Est-ce que vous lui proposez plutôt un schéma avec deux vaccins, donc le polysaccharidique conjugué à 15 valences, le Vaxneuvance aujourd'hui, et un pneumovax dans un an parce qu'elle est à risque? C'est le schéma pour elle. Ou est-ce que aussi vous pensez à lui dire, dès qu'il sera disponible, vous pourrez lui proposer le vaccin polysaccharidique conjugué, le Capvaxive 21 valences? Ou est-ce que vous ne proposez rien du tout? À nouveau, je vous laisse là quelques secondes pour y réfléchir. On va répondre à ces questions. Donc, pour Madame R, vous ne proposez pas de la vacciner parce qu'elle est à risque pour sa BPCO, mais parce qu'elle a plus de 65 ans, on va le voir. Vous lui proposez donc plutôt, vu qu'elle est adulte, un schéma plutôt avec le Prevnar 20 en dose unique. Et effectivement, lorsqu'il sera disponible, puisqu'il y a une recommandation de la HAS, vous pourrez proposer le Capvaxive, mais pour le moment, il n'est pas encore commercialisé. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour le pneumocoque et pourquoi on a une évolution assez rapide, assez soutenue des recommandations, je vais vous refaire un petit peu l'historique pour vous montrer un petit peu. Donc, il y a beaucoup de sérotypes qui peuvent donner des infections à pneumocoque. Dans les début des années 2000, 2001, 2002, on a introduit le vaccin qui couvrait 7 sérotypes, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche ici en mauve, qui était responsable de l'essentiel des infections invasives à pneumocoque, donc c'était très bien. Et donc ça a très bien marché, puisqu'on voit sur la courbe couleur bleu clair qu'il y a une diminution de ces sérotypes-là, mais dès 2017, dès 2006 et en 2007 en particulier, on a eu une augmentation d'autres sérotypes, donc le 19A et le 7F que je vous ai encadré ici, qui ne sont pas couverts par la vaccination. Donc on a eu une diminution de ceux qui étaient inclus dans le vaccin, mais une augmentation de sérotypes qui, eux, ne l'étaient pas. Donc, on a introduit en 2009 le Prevnar 13, donc la seconde génération. Et à nouveau, vous voyez ici, je vais marquer à droite pour vous résumer si vous ne voulez pas regarder toute la courbe que je vous laisse malgré tout. Il y a une diminution chez les moins de 2 ans, parce que c'est eux que l'on vaccinait, et également chez les plus de 65 ans, donc notamment les adultes à risque, mais aussi les effets indirects de la vaccination entre 2009 et 2014, donc c'est très bien. Mais dès 2015, on a une réaugmentation de sérotypes qui, à nouveau, ne sont plutôt pas vaccinaux pour la majorité d'entre eux. Il y a eu la période 2020-2022 qui est à part, puisque la pandémie a fait, comme pour d'autres infections respiratoires, une grosse diminution de l'incidence par la distanciation sociale. Mais on a retrouvé la dynamique qu'on avait avant la pandémie en 2022-2023, avec des retours aux incidences pré-pandémiques de ces sérotypes qui sont pas vaccinaux ou moins bien couverts par les vaccins existants. Donc, à nouveau, on a un phénomène de glissement, d'échappement des sérotypes impliqués dans les infections invasives. Donc, maintenant, on est à la 3e génération avec 2 vaccins. Donc, le premier, on l'a dit, le vaccin polysaccharidique conjugué à 15 valences, le Vaxneuvance, qui rajoute donc, par rapport au Prevnar 13, le 22F et le 33F. Les études ont montré qu'il n'était pas inférieur au Prevnar 13 pour les 13 sérotypes inclus dans ce Prevnar 13. Pour la tolérance, il y a davantage d'effets indésirables, mais qui sont locaux. On parle des douleurs au site d'injection, d'irritabilité, de rougeur, et donc là, c'est surtout les effets indésirables locaux qui sont un peu plus importants. Il est tout à fait possible de les co-administrer avec les autres vaccins du calendrier vaccinal, et même avec les vaccins seulement recommandés, comme le Rotarix de l'enfant. Et on estime que les bénéfices de couverture des sérotypes qui causent des infections en pneumocoque sont d'environ 10% en plus chez les moins de 2 ans et d'environ 5% en plus chez les 2-17 ans. C'est un peu mieux, mais ça reste relativement modeste. C'est pour ça que l'amélioration de service médical rendu est évaluée à 5. Pour le Prevnar 20, on va voir, lui, il est plutôt pour les adultes. Je vous mettrai les recommandations un peu plus tard. Celui-ci reprend donc les 13 sérotypes du Prevnar 13 en ajoutant 7. On estime que la couverture, du coup, pour les adultes, elle est maintenant sur 61% environ des sérotypes qui sont impliqués dans les infections invasives à pneumocoque quand on a regardé en 2022. À nouveau, il n'y a pas d'infériorité
en termes d'immunogénicité par rapport aux deux vaccins que l'on proposait, le schéma que l'on proposait chez les adultes, sauf pour le sérotype 8. Et donc, la HAS a surtout retenu en 2025 ces bénéfices-là, mais aussi le fait que ça simplifie fortement le schéma vaccinal, puisqu'on n'a plus cette double vaccination avec deux vaccins différents à faire. On a une injection avec ce vaccin-là. Donc, c'est ce qui a aussi permis de justifier cette recommandation de la HAS. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les enfants et donc les patients à risque? Vous pouvez proposer donc toujours à 2, 4 et 11 mois chez les nourrissons ou le Prevnar 13 ou donc le Vaxneuvance, le 15 Valence, et chez les personnes à risque, à partir de la majorité, à partir de 18 ans, vous pouvez proposer un schéma donc simplifié par rapport aux personnes à risque qui sont mineures par une dose de Prevnar 20 de vaccin polysaccharide conjugué à 20 valences, ce qui simplifie les choses. Et nouveauté pour maintenant tous les adultes âgés de plus de 65 ans, il est également recommandé, donc pas seulement les adultes à risque, tous les adultes de plus de 65 ans, il est recommandé de proposer également en une dose ce schéma vaccinal par le Prevnar 20. Et donc en bas à gauche, vous voyez effectivement l'incidence pour 100 000 habitants des infections invasives à pneumocoque. Vous voyez qu'en fait, les adultes âgés de plus de 65 ans font également beaucoup les frais. C'est pour ça aussi que cette recommandation-là est entrée en vigueur. Maintenant, à l'ère de cette troisième génération de vaccins, je vous montre juste que la course continue un petit peu, et c'est pour parler ensuite du Capvaxive. Vous voyez ici les différents sérotypes qui sont impliqués dans les infections à pneumocoque par année, donc c'est un peu chargé, mais vous voyez par les différents cadres qu'est-ce qui est couvert par les différents vaccins, et vous voyez que même au-delà du vaccin du Prevnar 20, on a à nouveau, vous voyez là, le 15A, 16F, 23A, 23B, 24F qui augmentent, et donc on est à nouveau dans une forme de course avec la bactérie. Donc, on voit qu'il y a à nouveau cette progression-là. Si en plus on regarde par tranche d'âge les bénéfices qu'apporte chacun de ces vaccins, on se rend compte qu'en fait, ça varie pas mal en fonction de la population que l'on vaccine. Vous voyez par exemple que chez les moins de 2 ans, le Prevnar 13, on passe de 14% à 25% en rajoutant les deux sérotypes du Vaxneuvance, alors que si on regarde par exemple chez les 18-64 ans, on ne gagne que 4-5%. Donc l'apport est vraiment différent en fonction des tranches d'âge, donc c'est probable que les sérotypes qui sont impliqués dans les infections invasives sont différents en fonction des tranches d'âge, et donc c'est pour cela que maintenant, on essaye de penser à une forme de vaccination complémentaire. Le Capvaxive n'est pas le Prevnar 20 plus 1, c'est en fait, vous le voyez à droite, les sérotypes qui sont inclus, en fait un vaccin qui va avoir des sérotypes en moins par rapport à ceux qui existent déjà, et on rajoute 8 nouveaux. L'enjeu étant de vraiment cibler les sérotypes qui sont impliqués chez l'adulte pour ouvrir vraiment cette population-là et avoir du coup des recommandations avec des vaccins spécifiques par tranche d'âge. Ça a été recommandé le 8 juillet 2025 par les autorités de santé, ce vaccin. Et donc là, on attend de voir si il y a effectivement une mise sur le marché de ce vaccin-là en France. Passons maintenant, on enchaîne, c'est assez soutenu, mais ça permettra de garder vos questions si vous souhaitez en poser pour pouvoir discuter, à la vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes et les adultes âgés. À nouveau, une petite vignette clinique. Vous avez Madame A qui est enceinte à 33 semaines d'aménorrhée. Le terme est prévu donc en novembre. Et elle a entendu parler d'une piqûre pour laquelle pour elle et pour son futur enfant, pour les bronchiolites, mais elle n'est pas sûre d'avoir tout compris ce qu'elle doit le faire. Est-ce que son enfant aussi, est-ce que les deux? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui dites qu'elle peut recevoir donc un vaccin par Abrysvo, c'est le nom du vaccin, dès maintenant? Est-ce qu'elle peut recevoir un vaccin par Arexvy, c'est celui-ci le vaccin qu'il faut lui recommander plutôt dès maintenant? Est-ce que son nouveau-né pourra recevoir le nirsevimab, donc le Beyfortus, à la naissance? Est-ce qu'il faut appliquer les deux stratégies pour maximiser, être sûr de maximiser la protection? Ou est-ce que ce sont plutôt deux alternatives et le choix lui revient? Je vous laisse à nouveau 5-10 secondes pour y répondre. Et donc, c'est l'Abrysvo qui est recommandé chez les femmes enceintes. On va le voir, effectivement, à son terme, c'est tout à fait possible de le proposer dès maintenant.
son nouveau-né pourra recevoir le nirsevimab à la naissance, mais ce sont deux stratégies qui sont alternatives, ça ne sert à rien de faire les deux, et donc le choix lui revient. Donc depuis donc ça c'est la campagne actuelle, les recommandations actuelles, puisqu'elles sont saisonnières. Donc à partir du 1er septembre 2025, c'est la date de début de la campagne de cette année, une femme enceinte entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée se verra recommander une vaccination par l'Abrispo contre le VRS qui protégera son enfant dès la naissance, on va le voir, ou alternativement choisir une injection, donc une immunisation de son nourrisson par des anticorps monoclonaux, donc le nirsevimab, le Beyfortus, dès la maternité. Et pour ce qui est des enfants déjà nés, à qui est-ce qu'il faut proposer donc la vaccination, là on parle des enfants, donc il n'est plus question de vaccination, mais qu'il faut proposer l'immunisation, c'est tous les enfants qui sont nés dans les 6 mois qui précèdent, donc entre le 1er février et le 31 août 2025, sachant qu'on va le réévoquer, des démarches sont en cours pour proposer une immunisation aux enfants qui ont déjà été exposés au virus l'année dernière, qui ont déjà vécu une première saison hivernale, mais qui pour cette deuxième hiver restent vulnérables à risque de forme grave. Pour eux, une prise en charge devrait arriver, les démarches sont en cours. Donc pourquoi c'est important de vacciner les enfants contre le VRS? C'est parce qu'ici, vous le voyez, le VRS est un fardeau très important avant les 6 premiers mois. Ici, vous voyez la proportion d'hospitalisations par âge qui sont liées au VRS parmi l'ensemble des infections respiratoires pour lesquelles on hospitalise les personnes de cet âge-là. Et vous voyez que 40 à 60% même des infections respiratoires qui nécessitent une hospitalisation avant 6 mois, c'est dû au VRS, c'est un gros fardeau. La vaccination donc contre le VRS de la femme enceinte, c'est une vaccination qui, donc, vous voyez, a des effets qui sont quand même intéressants. Ici, vous avez l'essai de phase 3 qui retrouve une diminution d'à peu près 80% à 3 mois et qui reste à 70% à 6 mois sur les infections sévères à VRS. Et si on regarde l'ensemble des infections à VRS, on est à peu près à 60% à 3 mois et on reste un peu au-delà de 50% à 6 mois. Donc on estime qu'il y a une protection qui se maintient dans les 6 premiers mois de vie. À droite, vous voyez les courbes, donc le placebo versus le vaccin avec les événements qui arrivent pour en haut les infections sévères et en bas toutes les infections à VRS. Sur ce qui est, donc on vaccine une femme enceinte, on a beaucoup de questions dès qu'il est question de vaccination pendant la grossesse sur les effets secondaires. Ici, je vous montre les résultats d'une étude sur les effets secondaires. À gauche, vous voyez sur la grossesse et à droite sur le nouveau-né. Et vous voyez que pour toutes ces complications, les intervalles de confiance contiennent 1, donc ce sont tous des résultats non significatifs. Donc, il n'y a ni signal d'inquiétude de sécurité pour la grossesse, ni pour le nouveau-né lorsqu'il naît. Donc vous avez, comme on l'a dit, 2 stratégies alternatives. La première, le nirsevimab, vous avez donc, pour lequel on a maintenant des données d'efficacité en vie réelle, vous les voyez ici, donc on a 80% de réduction des hospitalisations liées à VRS, et on va à presque 87% des formes qui nécessitent de l'oxygène. Le prix, malheureusement, est assez élevé, avec une prise en charge qui est à 30%. Donc si les patients n'ont pas de mutuelle, c'est un peu plus compliqué. Comme on l'a dit, les enfants nés entre février et août se voient proposer cette immunisation-là pour leur premier hiver, sachant que si c'est fait donc, pour les personnes qui ont l'AME ou la complémentaire sociale solidaire, évidemment, c'est pris en charge à 100%, et si c'est fait en PMI ou en maternité, c'est également pris en charge. Ou alors, vous avez donc la vaccination de la femme enceinte. On n'a pas encore de données de vie réelle là, mais donc les différents essais montrent une efficacité qui est similaire à celle de l'immunisation par nirsevimab. Le prix est donc moindre et pris en charge surtout par l'assurance maladie. Et une question que l'on n'a pas évoquée, si vous faites vacciner votre patiente enceinte, mais qu'elle accouche pour une raison X ou Y moins de 2 semaines après, il faut, pour le coup, cette fois-ci, proposer une immunisation du nouveau-né par nirsevimab, puisqu'on estime qu'il n'y a pas encore eu le temps d'avoir une protection optimale.
Et juste très rapidement, une diapo pour vous dire pourquoi c'est important de discuter de cette vaccination-là pendant la grossesse. Ici, c'est une étude qui montre quels sont les facteurs qui influencent l'acceptation vaccinale par les femmes enceintes. Et vous voyez donc les différents odds ratios de à quel point ça augmente l'acceptation vaccinale. Ce qui augmente de très loin le plus, c'est la recommandation par un professionnel de santé. Donc, c'est important, les patientes enceintes nous font confiance. Et c'est important qu'on leur propose ça avec des arguments clairs sur la sécurité, sur l'efficacité. Et donc, pour les adultes âgés, on a donc un fardeau du VRS assez important chez les adultes âgés également, puisqu'il y a 12 000 hospitalisations en lien avec le VRS sur la saison 2022-2023, par exemple, et les 3/4 des hospitalisations pour ça, c'était les adultes âgés de plus de 65 ans. Donc, on a une recommandation en une dose par donc, ou Abrysvo ou Arexvy. Le second est donc recommandé chez les adultes âgés à partir de 65 ans, pour les personnes à risque et à partir de 75 ans pour l'ensemble de la population. Cette recommandation, donc, elle a été établie par la HAS avec une vaccination saisonnière entre septembre et janvier. Pour le moment, à nouveau, on n'a pas encore de parution au journal officiel d'un remboursement. Donc on espère que ça arrive, et c'est non remboursé pour le moment. Passons donc aux ZONA, chez les adultes âgés. On va rester dans les adultes de plus de 65 ans. Vous avez donc Madame D, qui a 66 ans. Son seul antécédent, c'est une HTA qui est traitée, bien contrôlée. Elle a eu un ZONA il y a 2 ans, mais elle n'a jamais été vaccinée contre. Et elle vous demande si elle doit l'être. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous lui dites qu'elle n'a pas d'indication? Est-ce que vous lui proposez le Shingrix en 2 doses à 2 mois d'intervalle? Est-ce que vous lui proposez en dose unique et vous faites une sérologie par la suite? Est-ce que vous lui proposez le Zostavax en une dose? Ou est-ce que vous dites, voilà, le délai est suffisant depuis son dernier épisode de ZONA, vous pouvez la vacciner? Je vous laisse à nouveau quelques secondes. Et donc, vous pouvez proposer à Madame D le Shingrix, c'est en 2 doses à 2 mois d'intervalle. Le délai est effectivement suffisant depuis son dernier épisode de ZONA, et le Zostavax, on va le voir, il n'est plus commercialisé. Donc, les recommandations, les voilà. Donc, le Shingrix est un vaccin qui vient donc remplacer le Zostavax. L'avantage qu'il a, c'est que ce n'est pas un vaccin vivant atténué. Donc, il est tout à fait maintenant possible de le proposer aux personnes immunodéprimées, ce qui est une très bonne chose. Le schéma pour les personnes immunodéprimées, mais également pour toutes les personnes de plus de 65 ans, c'est de 2 doses espacées de 2 mois. Et donc, il est tout à fait possible de l'administrer même après un épisode, on estime 1 an après un épisode de ZONA, et il est tout à fait de le co-administrer également avec d'autres vaccins recommandés, qu'ils soient saisonniers ou pas, à partir de 65 ans. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'efficacité, donc en vie réelle, ce sont des données en vie réelle à 2 ans, puisqu'on a nos voisins, notamment américains, qui vaccinent déjà par ce vaccin-là, par exemple. Vous avez ici un effet, donc vous avez tout le tableau si vous voulez regarder vraiment en détail, mais je vous ai marqué l'important à gauche. En population générale, l'efficacité en vie réelle sur la survenue d'un ZONA est de 70%, et cette efficacité, elle est maintenue même au-delà de 80 ans, parce qu'on voit, on est encore à 68,5% d'efficacité vaccinale, et c'est également le cas à 65%, à peu près 65%, chez les immunodéprimés. Donc il y a un intérêt, quelle que soit la population, il y a un intérêt ici sur la survenue d'un ZONA, mais il y a également un intérêt sur la survenue de douleurs post-zoostériennes. Je ne vais pas vous noyer trop d'études, mais il y a également un effet là-dessus. Et qu'en est-il au long cours? Ici, vous voyez les cohortes, en fait, les différentes cohortes qu'il y a eu donc, pour les essais pour la commercialisation de ces vaccins. On a poursuivi le suivi, et vous voyez en bas, là, si on suit vraiment les toutes premières cohortes sur, maintenant on a 4 à 8 ans de recul, on a une efficacité qui se maintient. Donc, il semblerait que cette efficacité elle se maintienne au long cours. Donc, pour le moment, il n'est pas question d'un rappel, il n'y a pas besoin de rappel. Pour le moment, il n'est pas recommandé. La chose qui est importante à savoir et à bien expliquer aux patients que vous vaccinez, puisque c'est un schéma en 2 doses et qu'il ne faut pas les décourager de faire la seconde dose, c'est qu'il y a des effets indésirables qui sont assez fréquents. Ce n'était pas un vaccin vivant atténué. Il y a des réactions locales qui sont assez fréquentes. Donc dans 80% des cas, douleur au bras, rougeur, gonflement, ça dure 48-72 heures, des symptômes généraux avec
un syndrome grippal modéré. Et dans 10% des cas, on peut avoir des symptômes dits intenses, c'est-à-dire que c'est les mêmes symptômes généraux, ce syndrome grippal, mais qui vont gêner dans l'activité quotidienne. Donc c'est vrai que chez certaines populations fragiles, c'est important d'y faire attention, ces 10%, et c'est important aussi de les prévenir, puisqu'il faut revenir faire la seconde dose pour avoir le bénéfice de la vaccination. Concernant les événements graves, ils étaient rares et il n'y en a pas plus que dans le groupe placebo. Là-dessus, vous pouvez les rassurer. Et enfin, très rapidement, puisque ce n'est pas vraiment une recommandation récente, mais pensez au rappel vaccinal contre la rougeole orémo-rubéole chez les patients qui sont nés après 1980. Vous le savez forcément, vous en avez forcément entendu parler, il y a une recrudescence au niveau mondial et également au niveau national des cas de coqueluche, puisqu'on a eu vraiment, par exemple, 15 cas sur toute l'année 2022, et vous voyez que sur les 3 premiers mois, par exemple, de 2025, ou sur 2024, on a eu beaucoup plus de cas, c'était le nombre de cas qu'on avait en un seul mois. La plupart, ce sont des personnes qui sont non vaccinées, ou qui ont été vaccinées par une seule dose, donc qui ont eu un schéma incomplet, et la plupart, c'était des souches importées. C'est une maladie qui est extrêmement contagieuse, donc c'est pour ça que c'est important de se protéger et de protéger vos patients. Et on s'est également rendu compte que si la première dose avait été faite avant le 12e mois, puisque à une époque c'était le schéma en vigueur, il y a une moindre efficacité. La recommandation, c'est donc pour tous vos patients nés après 1980 de vérifier qu'ils ont bien eu 2 doses et que la première dose a bien eu lieu à au moins 12 mois plus tard. Si elle a eu lieu avant le 12e mois, il faut penser à faire une vaccination pour avoir une 3e dose. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop dense. J'arrête le partage. Et on va pouvoir regarder vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez là des questions. Alors, une première question. Si la vaccination par Prevnar 20, est-ce qu'il y a lieu de faire vaccination par le Canvaxive? Si oui, combien de temps avant de le faire? Et est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'il sera disponible? Alors, pour l'instant, on n'a aucune donnée sur ce sujet. Les vaccins n'ont pas été administrés de façon séquentielle, donc on n'a pas d'idée. A priori, il n'est pas recommandé de les rapprocher. Aujourd'hui, si votre patient a été vacciné par Prevnar 13 et Pneumovax, par exemple, il est recommandé d'attendre au moins 1 an après pour pouvoir administrer le Prevnar 20, mais on n'a pas de données entre 2 vaccins tels que Prevnar 20 et Gavi. D'accord, donc oui, il y a des données sur les vaccins de seconde génération passés, donc 3e ou 4e, et pas de 3e et 4e. D'accord. Et une autre question, les vaccins VRS sont-ils désormais remboursés? Alors, ils le sont chez l'enfant, avec les limites leur vaccin. Le Beyfortus est remboursé chez l'enfant, mais avec une prise en charge à 30%. Le vaccin est remboursé, VRS est remboursé chez la femme enceinte, et il est en cours vraiment pour le sujet âgé. C'est ça, ouais. Et puis également pour les immunisations pour les enfants à risque, qui restent à risque à leur 2e hiver. Ça, on espère aussi que ça va arriver bientôt. Pourquoi le BCG n'est pas obligatoire en Île-de-France? Alors, le BCG n'est plus un vaccin obligatoire parce qu'il a été quand même à l'origine d'effets secondaires, d'adénite, de réactions locales, pas toujours bien tolérées par l'enfant. On ne vaccine que les enfants actuellement, on ne vaccine plus les adultes au-delà de 15 ans. Le vaccin BCG est recommandé en Île-de-France, mais voilà, pour rendre un vaccin obligatoire, il faut aussi qu'on ait des données de sécurité et de tolérance suffisantes pour pouvoir le mettre en place de façon obligatoire. Effectivement, il faut surtout pour une obligation. Bonjour, il n'est pas nécessaire de proposer l'immunisation par Beyfortus au bébé si la mère a déjà reçu la Brisbo.
Alors oui, c'est tout à fait ça, sauf si la mère a accouché moins de 14 jours après l'administration du vaccin. Auquel cas, on considère que les anticorps n'ont pas été transmis au bébé. Et dans ce cas-là, il faudra rattraper avec la vaccination du nourrisson. Exactement. Est-ce que, je ne sais pas si on a fait le tour des questions, n'hésitez pas si, clair, hein. Bah non, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou même si Nathalie, vous avez des choses à ajouter, des choses à préciser ou, Alors, éventuellement, deux petites choses. Alors, d'abord, une réflexion. Sur les diagrammes de l'épidémiologie de la méningite, je trouve qu'il y a également un pic chez les seniors. Comme on s'intéresse maintenant à la vaccination des seniors, voilà, on s'attend à ce que ce vaccin soit proposé également dans cette population. Voilà. Sur la méningite, toujours, si l'enfant a été vacciné par méningo-C, il est proposé de rattraper. Je ne sais pas si c'était très... Oui, c'est vrai, je l'ai évoqué très rapidement, mais c'est important de le repréciser. Voilà, de rattraper avec le méningo quadrivalent. Voilà, dans les pistes de développement, il y a également un vaccin avec 5 valences qui commence à être testé dans les pays du Sud, mais voilà, on sait que le sérotype X est émergent, et donc voilà, c'est probablement des pistes pour l'avenir. Voilà, qu'il y a sur le pneumocoque probablement un sujet avec une petite baisse de l'immunogénicité, plus le vaccin contient de valence. C'est vrai, je l'ai pas dit. Voilà, c'est pour ça que pour les enfants aujourd'hui, on a souhaité maintenir des vaccins avec moins de valence. C'est notamment pour ça qu'on a souhaité maintenir le Prévenir 13 ou le vaccin à 15 valences. D'accord, ouais, c'est une très bonne. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, on pourrait penser à proposer le Prévenir 20 aux enfants. Mais effectivement, il est probable qu'il faille un schéma plus lourd, un schéma à 3 doses de primo-vaccination plus 1 à peine, ce qui modifierait, ce qui chamboulerait. Alors, certains pays l'ont choisi, ont mis au calendrier vaccinal de l'enfant le Prévenir 20. Mais voilà, c'est probablement ce qui explique le retard à cette application. C'est une très bonne remarque que je n'ai pas évoquée. Voilà, donc je pense que voilà, c'était tout à fait. Non, c'était très pertinent et c'est des choses, c'est vrai que je n'ai pas abordées, notamment la vaccination contre le méningocoque. Alors ça, pareil, ce sera peut-être le sujet de futures recommandations, mais les adultes âgés sont également le troisième pic d'incidence de cette maladie. Et la maladie est en forte augmentation, pareil que c'est au groupe W et Y dans ces tranches d'âge-là. Donc, est-ce que une vaccination à l'heure maintenant où l'enjeu est vraiment d'avoir des calendriers vaccinaux spécifiques par tranche d'âge, de proposer cette vaccination-là à une tranche d'âge qui en fait beaucoup les frais et qui malheureusement en décède plus d'ailleurs que la population générale. Donc voilà, voilà, ça me concerne, on s'occupe plus des seniors et donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Alors, une question, pourquoi pas suffisamment de publicité à la télévision sur l'importance de la vaccination? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que là, nous, l'enjeu, nous, et puis même au CRATB, l'enjeu, c'est, puis pareil pour la Société de médecine numérique, c'est de vraiment travailler pour les professionnels de santé et de bien diffuser ces recommandations aux professionnels de santé. Mais il y a un enjeu également auprès de la population générale. Donc ça, effectivement, ce sont des sujets qui sont importants et quelque chose où il est légitime de demander effectivement des campagnes au grand public, que ce soit voilà, par exemple à la publicité à la télévision, pour sensibiliser sur l'efficacité et la sécurité des vaccinations qui sont proposées. Une question. La vaccination, ce n'est pas toujours un domaine de rationalité non plus. On voit bien que dans la vaccination des soignants, il reste encore des réticences. Donc si on est soi-même pas tout à fait confortable avec ce sujet, voilà, et qu'on a vu que c'était les médecins qui
qui avaient le lead sur les décisions de leurs patients. Voilà. Il faut communiquer aussi vers les médecins pour qu'ils aient les éléments. Oui, c'est vrai. On l'a vu sur l'histoire de l'étude sur les femmes enceintes. Nos patients nous font confiance. On est des professionnels de santé. Je parle des médecins, mais je parle aussi des pharmaciens et de toutes les professions qui sont autorisées à prescrire et réaliser des vaccinations. Nos patients nous font confiance. Et donc, effectivement, si on est convaincu de cette efficacité, de la sécurité de ces vaccins-là, on aura déjà, nous, à notre échelle de professionnels de santé, un effet sur la décision de nos patients. Et donc, il reste après la sensibilisation de cette population-là, mais à l'échelle, nous, de notre échelle de professionnels de santé, plus on est convaincu, plus on convainc. On a une question il faut obligatoirement faire une 3e dose de rappel d'Exion ou d'hexavalent, même si la sérologie montre une immunisation. J'imagine contre l'hépatite B. Je ne sais pas aussi c'est pour. Alors, c'est dans quelle indication? Peut-être ça m'évoque l'hépatite B. Oui, l'hépatite B, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire une 3e dose? Alors, la 3e dose permet, sauf sur la tranche d'âge 10-15 ans, qui, pour les populations dans laquelle on a montré que 2 doses suffisaient, espacées de 6 mois, la 3e dose, suffisamment espacée de la seconde, c'est-à-dire au moins 5 mois. C'est important de vérifier les schémas vaccinaux quand on vaccine. Non seulement le nombre de doses, mais également l'espacement entre les doses. Et donc, on sait que la 3e dose, au moins 5 mois après la seconde, permet une immunisation durable. C'est le rationnel. Effectivement, on a vu quand on avait des pénuries de vaccins qu'au bout de la seconde dose, globalement, on était immunisé, mais pour la pérennité de cette vaccination, il faut une 3e dose. D'accord. J'espère que ça répond à votre question. J'espère que les questions, on a pu répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Doit-on avoir peur de l'hyperimmunisation? Non, je pense que ce n'est pas un sujet. Le sujet, ça peut être la réactogénicité. Plus vous faites des vaccins, notamment avec des adjuvants de façon répétée, plus vous risquez d'avoir des réactions locales. On a vu avec le pneumocoque aussi que il pouvait y avoir des réactions un petit peu plus importantes, des phénomènes d'artus, dans des situations très particulières. Mais il ne faut pas avoir peur de réadministrer un DT polio coqueluche après un DT polio, même si les délais entre les 2 doses sont proches. On le voit dans la vie réelle, c'est pas un sujet. Oui, d'ailleurs, c'est l'esprit de la recommandation de la coqueluche, les vaccinations coqueluche chez la femme enceinte, même si une femme tombe enceinte 1 an après son rappel des 25 ans, par exemple, qu'elle a 26 ans, il faut lui proposer cette vaccination-là. Voilà, ce qu'on peut redouter, c'est la réaction locale, mais pas plus d'effets indésirables. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, il est 14h15, 45 minutes. On libère à l'heure, quoi. C'est parfait. Il est prévu 45 minutes à l'heure, un grand max. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous remercie de vous être connecté à ce webinaire sur ce sujet qui est très intéressant, comme il est dit dans le chat. On vous remercie pour vos questions. Ce replay, comme d'habitude, le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Et on vous diffusera également les diapos, PDF des diapos. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci.